Les forces de l'ordre sénégalaises ont fait usage vendredi de gaz lacrymogène à Dakar pour disperser les manifestants. Ces derniers exigent la transparence sur des contrats des réserves en gaz et en pétrole du pays. L'emprisonnement d'ex-dirigeants politiques, piliers de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika, n'a pas calmé la contestation en Algérie. Les manifestants se sont à nouveau mobilisés en masse ce vendredi. Le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, laisse parti au pouvoir au Burkina Faso, tient ce dimanche un congrès extraordinaire. Un comité d'organisation a précisé les contours de ce rendez-vous. Après le Rwanda à 2 reprises et l'Angola, le président Félix Tshisekedi est arrivé ce vendredi à Bujumbura après 2 jours passés en Tanzanie. À son arrivée, il a été accueilli à l'aéroport international de Bujumbura par le président Pierre Nkurunziza. Les 2 chefs d'État se sont dirigés vers le bureau présidentiel pour un tête-à-tête, suivi d'une réunion élargie à leurs entourages. Les discussions entre Félix Tshisekedi et son hôte burundais ont été dominées par la question de la sécurité à la frontière des 2 pays et la présence de nombreux groupes armés qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que Bujumbura vient de bouder la dernière réunion qui a réuni à Kinshasa les services de renseignement de la région. Les 2 chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer les organisations d'intégration régionale et sous-régionale dans la promotion et la consolidation de la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable. Les 2 chefs d'État ont décidé d'activer avec détermination les mécanismes conjoints visant à éradiquer les groupes armés opérant sur le territoire congolais et de suivre de très près toutes les questions relatives à la sécurité des 2 États voisins. C'est la première visite du président congolais Félix Tshisekedi au Burundi depuis son élection en janvier dernier. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada donnent de la voix quant à l'aggravation des tensions politiques en République démocratique du Congo. À travers la voix de leur chef de mission à Kinshasa, ces 4 pays déplorent dans une déclaration commune la situation qui prévaut à Kinshasa, notamment depuis les récentes décisions de la Cour constitutionnelle qui a invalidé l'élection de députés de l'opposition. Selon eux, ces décisions de la Cour constitutionnelle prises en dehors des échéances prescrites par la loi nuisent à un climat politique apaisé. Nous regrettons vivement l'incertitude et la méfiance créées par ces décisions, précise le communiqué conjoint, tout en condamnant les confrontations récentes. Le communiqué conjoint invite par ailleurs les acteurs politiques congolais à proscrire l'usage de toute forme de violence. Pour rappel, la Cour constitutionnelle a annulé cette semaine les élections de plus de 30 parlementaires, pour la plupart des membres de l'opposition issus de la coalition Lamuka de l'opposant Martin Fayoulou, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre et refuse de reconnaître l'élection de son ex-allié dans l'opposition, Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection. En réaction aux décisions de la Cour constitutionnelle, Martin Fayoulou a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités parlementaires de tous les parlementaires de la coalition. Cette dernière a organisé jeudi un sit-in devant la Cour constitutionnelle à Kinshasa et prévoit d'autres actions dans tout le pays le dimanche 30 juin, jour de la fête de l'indépendance. C'est un secret de polichinelle, le CDP est marqué par une vive tension interne autour de la désignation du candidat du parti à la prochaine élection présidentielle et tous les coups semblent permis. Le président du parti, Edi Kombiogo, accusé de manœuvre pour se faire élire candidat du parti, de quoi irriter Achille Tapso. Le président Edi qui a gonflé les chiffres de 600 à 1000
pour mettre ses partisans dans le bureau politique national en vue de se faire élire haut les mains comme candidat au présidentiel de 2020. C'est un mensonge tellement grossier que je m'en voudrais vraiment de m'attarder dessus. On se rappelle que la tenue de ce congrès extraordinaire initialement prévu pour le 14 avril dernier, mais avait été ajournée sur demande de Blaise Compaoré, l'ex-président déchu et fondateur du parti. Ce dernier vient de donner son quitus pour la convocation dans de meilleurs délais de ce congrès extraordinaire. Blaise Compaoré aurait suggéré que pour le choix du candidat, l'on s'en tienne au texte du parti. Il a également demandé d'ouvrir la liste de candidatures à tous les cadres du parti qui le souhaiteraient et qui remplissent les critères définis par les textes du parti. Le congrès de ce dimanche donc va s'apaisantir sur le toilettage des textes. Qu'en est-il de la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo, l'ex-premier ministre de Blaise Compaoré et ancien président de la commission de la CEDEAO? Quelle affaire? On veut nous obliger à dire que Kadri est notre candidat. Mais c'est quelle affaire? Le CDP n'a pas de candidat encore. Le CDP va désigner un candidat. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est la tradition du CDP d'avoir un candidat aux élections présidentielles. Pas de s'allier derrière n'importe quel cuidam. C'est de ne pas se lever tout de go et puis s'autoproclamer candidat alors qu'on sait que le parti a des exigences et des procédures et des règles. C'est ce qu'on appelle de l'indiscipline caractérisée. Autant le dire, le congrès de ce dimanche revêt un enjeu capital dans le processus de désignation du candidat du CDP à la présidentielle de 2020. Ce 17e vendredi consécutif de manifestation coïncide à Alger avec le 18e anniversaire jour pour jour d'une grande marche kabyle sur Alger le 14 juin 2001, violemment réprimée et qui avait tourné à l'émeute. Toute manifestation est depuis strictement interdite dans la capitale algérienne. L'interdiction est toujours en vigueur, mais depuis le 22 février, la police ne peut empêcher le mouvement de contestation inédit et massif d'envahir les rues chaque vendredi et certains autres jours. Ce vendredi, les rues d'Alger étaient noires de monde, la foule défilant au cri de « voleurs, vous avez pillé le pays » à l'issue d'une semaine marquée par le placement en détention préventive de deux anciens premiers ministres et proches de Bouteflika, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. Pas plus que la démission d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier, ces incarcérations n'ont calmé les manifestants qui ont continué de réclamer massivement le départ de tous les anciens fidèles ayant accompagné le président déchu durant ses 20 ans au pouvoir. Alors je sors pour cette 17e marche parce que je pense qu'il faut persévérer, qu'il ne faut pas lâcher, qu'il ne faut pas baisser les bras et que pour l'instant on n'a encore pratiquement rien acquis. Donc il faut continuer. Donc j'apporte ma petite voix aux millions d'autres voix qui sont là. Nous passons un message pour me donner l'occasion de demander aux autorités actuelles, ceux qui gèrent le pays, de passer vite. Il a pris trop de retard. 4 mois de retard, ça ne sert à rien. On sera obligé de passer vers une nouvelle république. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Il faut aller vers la nouvelle Algérie. Ça, on doit passer les gens en justice, mais ce n'est pas le moment. Après l'annulation, faute de candidat de la présidentielle prévue le 4 juillet pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, le pouvoir intérimaire appelle à un dialogue rejeté par les manifestants qui réclament des institutions de transition. Il refuse catégoriquement que les proches de l'ex-président, encore aux commandes, organisent la présidentielle. Les manifestants ont érigé des barricades faites de blocs de pierre et de morceaux de bois aux abords de ce lieu traditionnel de rassemblement. Les policiers, en tenue anti-émeute et appuyés par des véhicules blindés, ont utilisé des bombes lacrymogènes pour empêcher les protestataires de se réunir. Ceux-ci ont répliqué par des jets de projectiles et en mettant le feu à des pneus. En s'éparpillant dans les rues adjacentes pour échapper au gaz irritant, certains jeunes lançaient des slogans tels que « Macky corruption » ou « Macky dictateur ». Nous sommes des Sénégalais, nous tous. Nous avons des ressources naturelles qui n'appartiennent pas au président de la République et sa famille. Nous sommes venus pour dire non contre l'injustice. Ce ne sont que des calmants. Ils veulent laisser les gens rester chez eux alors qu'on
on sait que cette justice-là ne fera rien du tout. Il y a des dossiers qui étaient là jusqu'à présent, rien du tout, rien du tout. Nous ne faisons pas confiance à cette justice-là. Selon un reportage diffusé par la chaîne britannique BBC le 3 juin dernier, Petrotim, une société de l'homme d'affaires australo-roumain, a versé une prime secrète de $250,000 aux frais de Macky Sall, Aliou Sall, actuel président de la Caisse de dépôt et consignation et maire d'une commune de la banlieue de Dakar, ce que celui-ci a formellement démenti. Le Front de résistance nationale, principale coalition de l'opposition, a dénoncé dans la soirée l'arrestation de plusieurs de ses responsables ainsi que celle de membres de la société civile. Le ministre sénégalais de la Justice a ordonné ce lundi une enquête complète sur des contrats pétroliers et gaziers, alors que Macky Sall, réélu en février pour 5 ans, a dénoncé une tentative de déstabilisation du Sénégal. Après avoir effectué la prière du vendredi dans une mosquée à Omdurman, ville voisine de Khartoum, le leader de l'opposition soudanaise Sadek Al-Mahdi a réclamé ce vendredi une enquête internationale sur la répression meurtrière la semaine dernière d'un sit-in des manifestants à Khartoum. Le parti Oumma de Sadek Al-Mahdi fait partie de l'Alliance pour la liberté et le changement, regroupant les principales formations de la contestation qui réclament un transfert du pouvoir aux civils. La déclaration du Conseil militaire, c'est une faute. Et il faut une enquête internationale pour savoir ce qui s'est passé. Il faut une enquête indépendante, qu'elle soit neutre et pas soumise au pouvoir. Je pense que nous allons trouver une solution, parce que le Conseil militaire ne peut pas gouverner, c'est très clair, et les forces civiles ne peuvent pas parler de l'avenir sans la participation du Conseil militaire. Donc les deux parties doivent collaborer. D'après moi, jusqu'à présent, la vérité n'est pas apparue. Le sit-in a été dispersé d'une manière affreuse et inacceptable, mais est-ce que cela a été fait en connaissance de cause du Conseil militaire ou non? Ce n'est pas sûr. Donc, on ne peut pas les condamner. Ils ont plusieurs fois répété qu'ils ne savaient pas. Alors qu'ils ont reconnu pour la première fois ce jeudi avoir ordonné la dispersion du sit-in, les dirigeants militaires ont, eux, refusé une telle enquête. Nous n'acceptons pas l'idée d'une commission d'enquête internationale. Nous sommes un État souverain, a déclaré ce jeudi le général Shamsdin Kabashi, porte-parole du Conseil militaire. Les djihadistes ont lancé leur attaque à l'aube jeudi contre cette base militaire située dans le village de Kareto, à 335 km au nord de Maïdougouri, au cœur du conflit avec le groupe Boko Haram. Les terroristes ont attaqué le 153e bataillon de Kareto et mis en défaite les soldats qui ont dû se retirer après un dur combat, d'après un officier préférant rester anonyme. Les soldats ont été pris par surprise alors qu'ils étaient en train de réparer du matériel de communication endommagé par un orage. Les soldats n'ont donc pas eu le temps d'appeler à l'aide les deux bases militaires situées à proximité. Des secours passaient la zone au peigne fin vendredi pour essayer de trouver des soldats ou des corps. Le village de Kareto avait déjà été attaqué par l'ISWAP, dont les djihadistes ont attaqué des dizaines de bases militaires, tuant un grand nombre de soldats dans cette région instable. De l'autre côté de la frontière avec le Cameroun dimanche, une attaque de l'ISWAP a fait au moins 24 morts, dont 16 soldats, selon le ministre camerounais de la Défense. Quelques 64 djihadistes ont aussi été tués. L'insurrection lancée par Boko Haram il y a une dizaine d'années dans le nord-est du Nigeria et sa répression par l'armée ont fait plus de 27 000 morts et 1 800 000 de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.